Le bruit du verre brisé rompit l'atmosphère calme du soir au Blue Moon Diner. Il était 21 heures un vendredi soir et la clientèle habituelle de camionneurs, de locaux et de voyageurs était éparpillée dans les banquettes usées en vinyle le long de l'autoroute 287. Dans la campagne texane, Blake Carter, un colosse de 90 kilos aux bras couverts de tatouages militaires, abattit son poing sur le comptoir avec une telle force que les tasses à café sursautèrent. Un garçon de 8 ans se blottit plus profondément contre sa mère, ses petites mains agrippant son tablier. « J'ai dit que je veux parler à ton patron, espèce d'idiote. » La voix de Blake retentit dans le diner, son haleine empestante le whisky et la rage. Amber Hayes se tenait parfaitement immobile derrière le comptoir, toute sa taille de 1,68 m semblant se rétrécir sous son regard. Son uniforme de serveuse usée flottait sur son corps de 55 quilles et ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son fils Liam contre sa hanche. Ses yeux restaient fixés au sol, l'image même de la soumission. « Je suis désolée, monsieur. » La voix d'Amber sortit à peine au-dessus d'un murmure, se brisant légèrement. « Jasper n'est pas là ce soir. Il ne reviendra pas avant lundi matin. » Blake se pencha en avant, sa silhouette massive projetant une ombre sur la mère et l'enfant. Derrière lui, 4 autres hommes se déployèrent à l'entrée du diner. Connor, bâti comme un linebacker avec la tête rasée, verrouilla la porte d'entrée avec un clic délibéré. Ryan, mince et méchant avec un sourire cruel, baissa les stores un par un. Ethan, pourtant une montre coûteuse qui ne s'accordait pas à ses vêtements sales, balaya la salle d'un regard calculateur. Paul, le plus petit mais peut-être le plus dangereux avec son sac d'ordinateur, commença à sortir du matériel électronique. Les 12 clients du diner semblèrent se recroqueviller sur leur siège. Un couple âgé près de la fenêtre se serra les mains. Un camionneur dans la banquette du coin tendit lentement la main vers son téléphone pour se figer lorsque les yeux de Connor se posèrent sur lui. « Maman !» murmura Liam, sa voix tremblante tandis qu'il enfouissait son visage contre le flanc d'Amber. Les lèvres de Blake se tordirent en un sourire prédateur tandis qu'il baissait les yeux sur le garçon. « C'est ton gamin. Peut-être qu'il a besoin d'apprendre ce qui arrive quand les gens ne paient pas ce qu'ils doivent. Ton patron, Jasper, nous doit 45 000 € pour la protection. Ça fait 3 mois maintenant. » L'homme imposant tendit la main vers Liam, sa paume de la taille d'une assiette. Amber ferma les yeux et inspira profondément. En cet instant de calme, personne ne remarqua la façon subtile dont ses doigts tapotèrent 3 fois contre sa cuisse, un rythme qui aurait signifié quelque chose de très spécifique pour quiconque avait servi dans certaines unités. Personne ne vit l'ajustement microscopique de sa posture. Le poids se déplaçant presque imperceptiblement sur la plante des pieds, il n'avait aucune idée que dans les 20 prochaines minutes, tout ce qu'il pensait savoir sur cette mère célibataire discrète qui leur servait du café allait s'avérer complètement, totalement, catastrophiquement faux. La main de Blake était à quelques centimètres du visage de Liam quand Amber parla de nouveau. Sa voix toujours douce, mais avec quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose qui fit hésiter Blake une fraction de seconde. « S'il vous plaît, pas devant mon fils. » La supplique sonnait pathétique, désespérée, exactement ce que Blake voulait entendre. Ilrit, un éclat rauque qui fit sursauter plusieurs clients. « Pas devant ton fils. Madame, ton fils est sur le point d'avoir une vraie leçon sur le fonctionnement du monde. » Il poussa Amber violemment contre le mur. Son dos heurta avec un bruit sourd qui fit tomber un cadre photo au sol, le verre se brisant. Liam cria, des larmes coulant sur son visage tandis qu'il essayait de tirer le bras de Blake loin de sa mère. L'homme remarqua à peine les petits poings de l'enfant cognant contre sa cuisse. Arrêtez, laissez-la tranquille. Holly, la collègue d'Amber, se précipita de derrière le comptoir, son plateau de service claquant au sol. Ethan l'intercepta avec une violence décontractée, poussant la jeune femme si fort qu'elle s'écrasa contre une table, envoyant voler les salières et les distributeurs de serviettes. « Quelqu'un d'autre veut jouer au héros », lança Ryan, sortant un couteau de sa botte et l'ouvrant d'un geste expert. « Parce que j'espère vraiment que quelqu'un le fera. » Un homme plus âgé dans la banquette du coin, Henry, portant une casquette usée des Marines du Vietnam, commença à se lever de son siège. Paul pointa du doigt vers lui sans lever les yeux de son ordinateur. « Assieds-toi. Vieux, à moins que tu veuilles mourir pour des employés au salaire minimum. » Mais les yeux d'Henry n'étaient pas sur Paul. Ils étaient fixés sur Amber, observant la façon dont elle respirait. Contrôlée, mesurée. 4 inspirations. 4 retenues. 4 expirations. Il avait vu ce schéma respiratoire auparavant, dans des endroits où rester calme signifiait rester en vie. Ses mains ridées agrippèrent le bord de la table, tandis qu'il se rasseyait lentement.
mais ses yeux ne quittèrent jamais la petite femme plaquée contre le mur. Blake attrapa une poignée de cheveux d'Amber, lui tirant la tête en arrière. Où est le coffre-fort? Je sais que Jasper garde du liquide ici. Vendredi soir, un endroit comme ça, il y a au moins 9000 € dans la caisse et le coffre combiné. Je ne connais pas la combinaison, murmura Amber, sa voix tremblante. Seul M. Jasper la connaît. Si vous sentez cette colère monter dans votre poitrine en ce moment, cet instinct protecteur qui s'éveille, vous êtes exactement là où vous devez être. Cette histoire va vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un pousse une mère trop loin, surtout une avec un passé que personne ne soupçonne. Abonnez-vous parce que ce qui arrive ensuite va complètement renverser tout ce que vous pensiez savoir sur la femme discrète qui sert du café. Connor s'était déplacé vers la caisse. Fouillant dans le sac d'Amber qui était sous le comptoir, il en sortit un portefeuille, des mouchoirs, un paquet de chewing-gum, puis s'arrêta. Ses doigts avaient trouvé autre chose. Une chaîne avec 2 plaques métalliques, des plaques d'identification, vieilles et usées, mais avec le nom et les numéros soigneusement grattés jusqu'à être illisibles. Il les leva, les laissant pendre de ses gros doigts. « C'est quoi ça? »« À ton papa » demanda Connor moqueusement. « Ou peut-être à un petit ami qui t'a laissé avec le gamin? » Amber ne répondit pas. Son silence sembla frustrer Blake plus que n'importe quelle réponse. Il tira plus fort sur ses cheveux, la forçant à s'agenouiller devant tout le dîner. Plusieurs clients détournèrent le regard, incapables de regarder l'humiliation. Mais Henry continua d'observer. Et maintenant, il remarqua autre chose. La façon dont les yeux d'Amber étaient devenus plats, sans émotion, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Il avait vu ce regard auparavant aussi, dans les yeux d'hommes qui avaient été au combat, si longtemps qu'ils pouvaient éteindre leur humanité comme une lumière. Ryan s'avança d'un pas assuré, ses baskets coûteuses grinçant sur le sol en linoléum. « Regardez-la, » dit-il avec dégoût. « Pathétique petite souris. Elle gagne quoi? Sexe. 5 € de l'heure plus pour boire. Élever un gamin avec ça. » Il regarda Liam, qui pleurait ouvertement maintenant. « Gamin, ta mère est une perdante. Habitue-toi à la déception. » Les mots cruels firent mouche. Le visage de Liam se froissa et il se lança sur Ryan, petit poing balancé follement. « Ne parle pas de ma mère comme ça. » Ryan attrapa facilement le poignet du garçon. « Riant, t'as du crâne? » « Hein? » Comme maman qui fait semblant d'être courageuse. Il poussa Liam, en voyant le garçon trébucher contre le comptoir. Cette poussée, cette cruauté décontractée envers son enfant, changea quelque chose dans la posture d'Amber. C'était subtil, si subtil que seul Henry le remarqua. Ses épaules pivotèrent légèrement en arrière. Son menton se leva d'une fraction de centimètre. Son schéma respiratoire passa du contrôlé 4-4-4 à quelque chose d'autre. Quelque chose qui se synchronisait avec son rythme cardiaque, le faisant descendre à un niveau prêt au combat de 40 battements par minute. Paul avait installé son ordinateur sur l'une des tables, ses doigts volant sur le clavier. « Je suis dans le système de sécurité », annonça-t-il. « Les caméras sont maintenant en boucle. Ce qui se passe ici reste ici. »« Bien, » dit Blake, relâchant les cheveux d'Amber et la laissant s'effondrer contre le mur. « Parce que ça va devenir éducatif. » Ethan avait fouillé la cuisine et en émergea les mains vides. Pas de coffre-fort là derrière. Il doit être dans le bureau. Vérifie-le. Blake ordonna, puis reporta son attention sur Amber. Tu sais quoi? Je ne pense pas que tu comprends la situation ici. Ton patron nous doit de l'argent, du vrai argent, et puisqu'il n'est pas là, tu vas nous aider à l'obtenir. Je vous l'ai dit, je ne sais pas. La main de Blake bougea vite, giflant Amber au visage. Le bruit retentit dans le diner. Elle tomba sur le côté, se rattrapant sur ses paumes. Une fine ligne de sang apparut au coin de sa bouche. Liam hurla, essayant d'atteindre sa mère. Mais Connor le retint d'une main massive. Le couple âgé dans la banquette du coin, Arthur et sa femme, essaya de se lever. « Ça suffit, » dit Arthur, sa voix tremblante d'âge et d'indignation. « Vous avez fait votre point, laissez-les tranquilles. » Paul se leva de son ordinateur, marchant vers Arthur avec une menace délibérée. « Tu sais quel est ton problème, vieux? Tu crois encore que c'est la civilisation? Nouvelle flash. Ce n'est pas le cas. C'est la jungle. Et nous sommes les prédateurs au sommet. » Il renversa la tasse de café d'Arthur de la table, le liquide chaud éclaboussant les genoux du vieil homme. Pendant ce temps, Amber s'était remise à genoux, essuyant le sang de sa bouche du dos de la main. Quand elle leva les yeux vers Blake, quelque chose scintilla dans ses yeux juste une seconde, ce qui le fit reculer involontairement. Mais ensuite, c'était parti, remplacé à nouveau par la peur et la soumission. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « il y a un sac de dépôt dans la caisse, environ 1800 €. Prenez-le et partez. » Blake Ritt, 1800 €. « Madame, tu as une idée de qui tu parles? »
Nous ne sommes pas des voleurs à la petite semaine. Nous dirigeons tout ce comté. Chaque entreprise d'ici à l'autoroute Interitas nous paie. Ton patron pensait pouvoir sauter son tour, déplacer son argent quelque part où nous ne pourrions pas le trouver, mais nous le trouvons toujours. La montre tactique de l'homme accrocha les lumières fluorescentes tandis qu'il gesticulait. Elle était de grade militaire, le genre qui surveillait les signes vitaux et pouvait envoyer des signaux d'urgence via satellite, standard pour les unités d'opération spéciales. Bien que ces hommes n'étaient clairement pas en service actif, Pass Plus, leur attitude était tout de travers. Trop négligés, trop indisciplinés, des guerriers du week-end au mieux, renvoyés au pire. Les yeux d'Amber suivirent la montre une fraction de seconde, cataloguant ses capacités d'une façon qui aurait été suspecte si quelqu'un n'avait prêté attention à elle plutôt qu'au spectacle d'intimidation théâtrale de Blake. La montre pouvait suivre les patterns de mouvement, la variabilité du rythme cardiaque, même prédire la préparation au combat basée sur des marqueurs physiologiques. Les professionnels médicaux avaient commencé à utiliser une technologie similaire pour surveiller les premiers intervenants en situation de crise, fournissant des données de santé en temps réel qui pouvaient faire la différence entre une opération réussie et une catastrophe. Les derniers modèles incluaient même des canaux de communication cryptés, bien qu'elle doutât que l'équipe de Blake ait ce niveau de sophistication. Ethan, quelque chose. Appelle à Blake. Le bureau est verrouillé, je peux le forcer, mais ça prendra 1 minute. Fais-le. Ryan s'était déplacé pour bloquer les fenêtres, s'assurant que personne dehors ne pouvait voir à l'intérieur. Il s'arrêta à une banquette où une femme d'âge moyen était figée, son téléphone sur la table. Il le ramassa, lui sourit, puis le laissa tomber dans un verre d'eau. Pas d'appel à l'aide. C'est une fête privée. La femme, Grace, selon son badge de l'hôpital où elle travaillait, hocha rapidement la tête, ses mains tremblantes. Mais ses yeux se posèrent sur Amber, et il y avait quelque chose dans ce regard, une reconnaissance qui allait plus loin que la sympathie. Grace était une infirmière en traumatologie. Depuis 15 ans, elle avait vu beaucoup de victimes, mais quelque chose dans la position d'Amber, la façon dont elle se tenait entre le danger et son fils, même en paraissant complètement soumise, déclencha une reconnaissance différente. Connor, tenant toujours Liam, décida d'escalader les choses. Tu sais quoi, Blake, je ne pense pas que maman ici nous prend au sérieux. Il sortit son propre couteau, le tenant où Amber pouvait le voir. Peut-être que si on donne au gamin une petite cicatrice, quelque chose pour se souvenir de nous. La température dans la pièce sembla chuter de 5 degrés. Le corps entier d'Amber devint parfaitement, anormalement immobile. Henry le vit immédiatement. Le genre d'immobilité qui précédait la violence, comme la pause entre l'éclair et le tonnerre. Ses pupilles se dilatèrent légèrement. Sa respiration s'arrêta exactement 3 secondes, puis reprit à un rythme entièrement différent. Respiration de combat. Respiration de mort. Non! Dit Amber, et sa voix avait changé. Elle était toujours calme, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant, quelque chose qui fit hésiter la main de Connor. « Pas mon fils! » Blake rit à nouveau. Mais ça sonnait forcé cette fois. « Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? » « Serveuse. » La réponse d'Amber fut de se lever lentement, ses mouvements fluides malgré le tremblement qu'elle affectait. « S'il vous plaît. Je vais vous aider. Je sais où M. Jasper garde la clé de rechange pour le bureau. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon fils. » C'était un mensonge. Et d'un bond, Blake l'avala complètement, son ego trop gonflé pour remarquer la façon dont Amber s'était positionnée, équidistante de tous les 5 hommes, avec des lignes de vue claires sur chaque arme, son corps incliné pour présenter la plus petite cible possible, tout en maintenant un maximum d'options de mobilité. « C'est mieux comme ça! » dit Blake. « Montre-nous. » Amber se dirigea vers le comptoir, sa démarche projetant toujours la peur et la soumission. Mais Henry remarqua la façon dont ses pieds ne se croisaient jamais. Maintenant, un équilibre parfait à chaque pas. La façon dont ses mains restaient lâches à ses côtés, prêtes à bouger dans n'importe quelle direction. La façon dont ses yeux suivaient tout en paraissant ne regarder rien. Elle tendit la main sous le comptoir, ostensiblement cherchant des clés. Ses doigts effleurèrent autre chose. Une photographie glissée derrière la caisse, cachée des regards casual. Elle montrait un groupe de personnes en tenue militaire, visages obscurcis par des ombres et du matériel tactique. Debout dans ce qui ressemblait à une base avancée en Afghanistan, une silhouette était notablement plus petite que les autres, la seule qui pouvait être féminine. Vous avez vu les indices, les petits signes que quelque chose ne va pas ici. Amber est trop calme, trop précise dans ses mouvements. Si vous voulez voir où mène cette révélation explosive, assurez-vous d'avoir aimé cette vidéo. Croyez-moi, le dénouement vaut chaque seconde.
Les doigts de Paul n'avaient jamais arrêté de bouger sur le clavier de son ordinateur, plongeant plus profondément dans des bases de données auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès. Son écran clignotait à travers diverses recherches, réseaux sociaux, dossiers publics, historiques d'emploi. Tout sur Amber Hayes semblait commencer en 2019. Avant ça, rien. C'était comme si elle l'avait matérialisé d'un coup avec un fils de 8 ans et un boulot de serveuse. C'est bizarre, murmura Paul, attirant l'attention d'Ethan alors qu'il revenait d'essayer de forcer la porte du bureau. Quoi de bizarre? Notre serveuse ici, elle n'existe pas avant 2019. Pas de certificat de naissance au dossier. Pas de dossier de sécurité sociale avant cette date. Rien. C'est comme si quelqu'un avait créé son identité il y a 4 ans. Les yeux de Blake se plissèrent, se concentrant sur Amber avec un nouvel intérêt. Tu fuis quelque chose, chérie, mauvais mari. La loi. Amber ne répondit pas, feignant toujours de chercher des clés qu'elle savait inexistantes. Ses doigts trouvèrent d'autres choses. L'inhalateur de Liam, qu'elle palma avec fluidité, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que l'action lui donnait une excuse pour se rapprocher de son fils. « Maman, j'ai peur. » Liam gémit, la prise de Connor toujours ferme sur son épaule. « Ça va, mon bébé !» dit Amber, sa voix passant au ton apaisant qu'elle utilisait pour les cauchemars. Mais ensuite, elle ajouta quelque chose d'étrange, quelque chose qui sonnait comme un non-sens pour tout le monde sauf Liam. « Souviens-toi de ce qu'on a pratiqué. Le tonnerre arrive. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent légèrement, reconnaissant le mot de code qu'ils avaient utilisé dans leurs exercices d'urgence. Les exercices qu'Amber avait insisté sur, lui apprenant à se jeter au sol et à trouver une couverture à des signaux spécifiques. Il avait toujours pensé que c'était un jeu, quelque chose d'amusant que maman faisait pour passer le temps. Maintenant, en regardant les yeux de sa mère, il réalisa que ça n'avait jamais été un jeu. Blake s'impatientait. Oublie les clés. Connor, vérifie les poches du gamin. Peut-être que maman lui a donné quelque chose pour le garder en sécurité. Les mains de Connor bougèrent pour fouiller Liam, et c'est alors qu'Amber abandonna l'acte pour exactement 5 secondes. Sa main gélit plus vite que ce qui aurait dû être possible, attrapant le poignet de Connor dans une prise qui le fit halter. La pression qu'elle appliqua était précise, touchant des points nerveux exacts qui envoyèrent une douleur lancinante dans tout son bras. « J'ai dit », répéta Amber, sa voix descendant d'une octave complète. « Pas mon fils ?» Puis, aussi vite, elle le relâcha et recula, la persona de la serveuse tremblante reprenant sa place comme un masque. « S'il vous plaît, je suis désolée. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je ferai n'importe quoi. » Connor regarda son poignet, où des marques rouges se formaient déjà dans le pattern exact de sa prise. « C'était quoi ça? » « De l'adrénaline, » suggéra Ryan, bien qu'il paraisse incertain. Les gens ont une force bizarre quand leurs gosses sont menacés. Mais Henry savait mieux. Ce n'était pas de l'adrénaline, c'était de l'entraînement. Un entraînement spécifique et spécialisé sur des pointes de pression et des clusters nerveux. Le genre qu'ils enseignaient dans certains programmes qui n'existaient pas officiellement. Blake décida apparemment de tester cette théorie. Il bougea vite, lançant un coup de poing directement au visage d'Amber. Elle ne l'évita pas, ça aurait été trop évident. Au lieu, elle oscilla légèrement. Juste assez pour que son poing effleure sa joue au lieu de connecter solidement pour tous ceux qui regardaient. Ça ressemblait à ce que Blake avait retenu son coup. Seul Blake savait qu'il ne l'avait pas fait. « Tu as eu de la chance », grogna-t-il, perturbé par le raté. « S'il vous plaît », guignit Amber, jouant sur le quasi-coup. « S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. » Mais sa position corporelle avait changé à nouveau. Elle était maintenant plus proche de Liam, avec un chemin clair vers lui, qui passait par l'angle défensif le plus faible de Connor. Sa distribution de poids avait changé pour permettre un mouvement explosif dans plusieurs directions, et ses mains, semblant toujours trembler de peur, s'étaient en fait positionnées à la distance exacte nécessaire pour plusieurs techniques de combat différentes. Dylan, un client régulier qui avait bu régulièrement au bar, se leva soudain, chancelant légèrement. « Je la connais », bafouilla-t-il, pointant Amber. « Je l'ai vue avant. » Tout le monde se tourna pour le regarder. L'intérêt de Blake s'aiguisa. « Où? »« Camp Pendleton », dit Dylan, vacillante. 2018. Elle était là. Je m'en souviens parce qu'elle était la seule femme dans la salle à manger. Quoi? Il s'arrêta, plissant les yeux. Non, attends. Peut-être que ce n'était pas elle. Toutes ces bunnies de base se ressemblent. Blake Ritt, l'attention se brissant légèrement. Bunny de base! Ça explique beaucoup. Une groupie militaire engrossée par un marine qui n'est pas resté. C'est pour ça que tu grattes les noms sur les plaques d'identification. Chérie, papa ne voulait pas revendiquer le gamin.
L'explication dédaigneuse sembla satisfaire la plupart de la salle, mais Henry remarqua la mâchoire d'Amber se serrer un instant au terme « Bunny de Baze ». C'était une vraie colère, rapidement réprimée. Quoi qu'elle soit, elle n'était pas ce que Dylan suggérait. La carte de Prestation VA dans le portefeuille d'Amber, que Connor fouillait encore, racontait une histoire différente. À quiconque savait lire les codes, la séquence alphanumérique dans le coin indiquait un niveau de classification que les dépendants civils ne recevaient jamais. Les vétérans d'élite, avec certains antécédents, qualifiaient pour des packages d'assurance qui couvraient tout, des traitements spécialisés pour le PTSD au service de sécurité familiale, des polices valant jusqu'à 8 million morts, incluant la protection d'identité, la défense légale et même une assurance d'extraction pour les opérateurs à haut risque. Le genre de couverture qui suggérait que quelqu'un s'attendait à ce que les ennuis les suivent à la maison, les conseillers financiers spécialisés dans les transitions militaires aidant les vétérans à maximiser ces avantages tout en construisant une richesse générationnelle par des investissements stratégiques. Mais cette carte particulière avait des marqueurs supplémentaires, de minuscules éléments holographiques qui indiquaient l'appartenance à un club très exclusif, le genre de club dont les membres avaient signé des documents jurant qu'ils n'existaient pas. Rien d'utile dans son portefeuille, sauf 54 euros et des bons alimentaires. Annonça Connor. Le jetant de côté, la carte VA voltigea au sol, atterrissant face contre terre. Ethan avait enfin réussi à forcer la porte du bureau. « J'y suis. » « Vérifie tout. » ordonna Blake. « Coffre-fort, tiroir, classeurs, tout. » Pendant qu'Ethan fouillait, l'ordinateur de Paul sonna. « Intéressant, » murmura-t-il. Il tourna son écran vers Blake. J'ai lancé une recherche de reconnaissance faciale sur notre serveuse. 0 résultat sur les réseaux sociaux. Mais la base de données militaire a eu un ping. Mais c'est classifié. Besoin d'un niveau d'autorisation plus élevé pour y accéder. Depuis quand les serveuses ont-elles des dossiers militaires classifiés? Demanda Blake, sa suspicion croissante. Elles n'en ont pas. Appela Ethan du bureau. À moins qu'elles ne soient pas vraiment des serveuses. L'atmosphère de la salle changea. Les 5 hommes regardaient maintenant Amber avec des yeux différents. Non plus comme une victime, mais comme une menace potentielle. Mais ils pensaient encore trop petit, imaginant qu'elle pourrait être une MP ou peut-être du renseignement. Ils n'avaient aucune idée de à quel point ils étaient loin. La voiture de patrouille du shérif Mason choisit ce moment pour passer lentement devant le diner, à travers les interstices des stores. Ses lumières balayèrent les fenêtres. Plusieurs clients se tendirent, espérant qu'il s'arrête. Mais la voiture continua. Mason faisait ses rondes, inconscient du drame qui se déroulait à l'intérieur. Blake vit la déception sur leur visage et rit. « Personne ne vient vous sauver. Même s'il venait, nous serions partis avant qu'il passe la porte. C'est ce que vous, les gens, ne comprenez pas. Nous possédons ce comté, le shérif, les juges, tout le système. Ils savent tous regarder ailleurs quand nous menons nos affaires. » Il avait tort sur Mason, mais il ne le savait pas encore. Rien dans le bureau sauf des reçus et de la paperasse, reporta Ethan, émergeant frustré. S'il y a de l'argent ici, il est bien caché. La frustration de Blake montait. Il attrapa Amber à nouveau, cette fois par la gorge, la soulevant légèrement du sol. Dernière chance. Où est l'argent? Les mains d'Amber montèrent pour attraper son poignet, mais pas de la façon dont quelqu'un en train d'être étranglé réagirait normalement. Son pouce trouva des points de pression spécifiques, appliquant une force qui aurait brisé sa prise si elle s'y était engagée. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. En lieu, elle halta et siffla de façon convaincante, laissant son corps devenir partiellement mou, peut pas respirer. Blake la lâcha et elle s'effondra à genoux, toussante. Mais Henry vit la vérité. Elle avait contrôlé sa propre chute, atterrissant dans une position qui la mettait à portée de bras d'un couteau de cuisine qui avait été renversé au sol plus tôt. Liam pleurait plus fort maintenant, luttant contre la prise de Connor. « Maman, maman, ça va? Ça va? Mon bébé? » Amber râla, sa voix rauque, mais ses yeux aiguisés. Elle regarda son fils avec une intensité qui transmettait plusieurs messages. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur être brave. » Le garçon hocha la tête, ses larmes ralentissant. Il y avait quelque chose dans la voix de sa mère, un ton qu'il avait entendu seulement une fois auparavant pendant un voyage de camping, quand ils avaient rencontré un puma. Le ton qui signifiait un danger réel, pas un exercice. Blake enleva sa ceinture, le cuir claquant dans l'air. « Tu sais quoi? J'en ai marre de ce jeu. Peut-être que tu as besoin d'une motivation appropriée. Tiens ses bras. »
Connor relâcha Liam, poussant le garçon de côté pour attraper les bras d'Amber. Les tirant derrière son dos, elle ne résista pas, mais Henry remarqua qu'elle gardait ses articulations lâches, prête à glisser la prise si nécessaire. Sa respiration avait changé à nouveau. Pas les halètements paniqués d'une victime, mais une préparation contrôlée pour l'action. « Ça va faire mal !» dit Blake, levant la ceinture. « Mais pas autant que ça va faire mal de me regarder le faire à ton gamin ensuite. » La ceinture s'abattit en un arc vicieux. Au dernier moment possible, Amber tordit son épaule, laissant le coup atterrir sur du muscle au lieu d'os. Elle cria, mais c'était calculé, assez fort pour satisfaire l'ego de Blake, mais pas le son d'une douleur genuine. Elle avait pris des coups pires en entraînement et savait comment absorber l'impact. L'ordinateur de Paul bipa à nouveau. Il fronça les sourcils à l'écran. « Les gars, c'est vraiment bizarre. J'ai réussi à obtenir un décryptage partiel de son dossier. Il y a un nom de code ici. Whisper, et une désignation d'unité qui a été caviardée, mais je peux distinguer Team et le numéro 3. Les mots ne signifiaient rien pour la plupart des gens dans la salle, mais l'inspiration brusque d'Henry fut audible. Il savait ce que Team 3 signifiait dans certains contextes. S'il avait raison, ces 5 idiots venaient de coincer l'une des personnes les plus dangereuses du pays. Blake leva la ceinture à nouveau, mais cette fois Liam se libéra et courut vers lui. Petite pointe cognant contre la cuisse de Blake. « Arrête de lui faire mal. Arrête! » Blake rit et attrapa le garçon d'une main, le soulevant facilement. « Petit brave. Dommage que le courage ne signifie rien quand on est faible. » Il jeta Liam de côté comme une poupée de chiffon. Le garçon heurta une table et s'effondra au sol, criant de douleur. Et ce son, le cri de douleur de son enfant, fit enfin basculer l'interrupteur qu'Amber retenait. Le changement fut instantané et terrifiant. Toute sa démarche passa de victime à prédatrice en moins d'un battement de cœur. Le tremblement s'arrêta, la soumission disparut. Ses yeux devinrent complètement plats. Sans émotion, Calculators, Mortals, Connor, tenant toujours ses bras, sentit le changement comme un courant électrique et lâcha instinctivement Reculent, pathétique, Reconna Ryan, ne remarquant pas la transformation. « Regardez-la, elle ne peut même pas protéger son propre gamin. Quelle mère tu fais? » Amber se leva lentement, délibérément. Quand elle parla, sa voix avait perdu toute trace de peur. Elle était calme, contrôlée, et d'une certaine façon plus terrifiante que n'importe quel cri. « Tu as touché mon fils. » Blake, encore sur son trip de pouvoir. « Rid? »« Ouais, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu vas faire? » Bunny de base. La tension est sur le point de craquer. Tout ce que vous avez soupçonné, chaque indice que vous avez capté, tout se rassemble dans les prochaines minutes. Partagez ça avec quelqu'un qui aime un bon mystère militaire, parce que ce qui se passe ensuite va vous laisser sans voix. La ceinture s'abattit à nouveau, mais cette fois Amber bougea. Pas l'esquive maladroite d'une serveuse effrayée, mais le mouvement fluide, économique de quelqu'un qui s'était entraîné pendant des milliers d'heures. La ceinture passa inoffensivement dans l'espace où elle avait été et Blake trébucha en avant. Déséquilibré, dans un mouvement fluide, Amber arracha la ceinture de sa main, l'enroula autour de son poignet et utilisa son propre élan pour l'envoyer s'écraser contre une table. La vaisselle se brisa. Le café éclaboussa le sol. Blake heurta fort et resta au sol pour 3 secondes cruciales. Étourdie, la salle explosa en chaos. Connor se précipita sur Amber par derrière, mais elle avait déjà calculé son approche. Elle tomba sur un genou, le laissant se surétendre, puis enfonça son coude dans son plexus solaire avec une précision chirurgicale. Il se plia en deux, haletante, et elle le soulagea du couteau à sa ceinture avant qu'il ne réalise ce qui se passait. Ryan vint sur elle avec sa propre lame, tailadant follement. Amber ne recula pas, elle bougea à l'intérieur de sa portée, contrôlant sa main au couteau au poignet tout en enfonçant son genou dans son aine. Alors qu'il se pliait, elle le désarma avec une technique qui aurait été belle si elle n'avait pas été si violente. Le couteau tournoyant pour s'encastrer dans le mur. Paul, le malin, avait sorti un pistolet de son sac d'ordinateur, mais Amber l'avait déjà anticipé. Elle roula derrière le comptoir alors qu'il tirait, la balle traversant la machine à café dans une explosion de verre et de vapeur. Utilisant la couverture, elle attrapa une lourde assiette en céramique et l'envoya tourner dans l'air comme un frisbee. Elle toucha Paul à la tempe, le faisant tomber instantanément. Ethan essaya de fuir vers la porte, mais Amber y était déjà, ayant traversé tout le diner en moins de 2 secondes. Elle ne le frappa pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait simplement sur son chemin, et quelque chose dans ses yeux le fit s'arrêter net. Main levée en reddition, tout le combat avait pris moins de 12 secondes. Blake luttait pour se relever, visage rouge de rage et d'humiliation. « Tu es morte. Tu m'entends? Morte. » Il chargea sur elle, tous ses 90 kilos de muscles et de fureur. Amber ne bougea pas jusqu'à la dernière seconde.
Puis elle pivota, utilisant son élan contre lui. Sa main trouva l'arrière de son cou, le guidant face la première contre le bord du comptoir. Il rebondit, du sang coulant de son nez, et trébucha en arrière. Reste au sol, dit Amber calmement. Ce n'était pas une suggestion. Blake, au-delà de la raison maintenant, sortit un deuxième couteau de sa botte, un couteau de combat, militaire. Je vais t'éviscérer comme un poisson, puis je vais faire ton gamin. C'était la mauvaise chose à dire. La réponse d'Amber fut si rapide que plus tard, quand les témoins essayèrent de la décrire, ils donnèrent tous des comptes rendus différents. Elle combla la distance entre eux en un battement de cœur, sa main frappant ce qui ressemblait à une simple gifle, mais était en fait un coup de paume dévastateur à sa main au couteau. La lame vola. Son autre main trouva sa gorge. Pouce et doigts positionnés à des points spécifiques qui restreignirent immédiatement le flux sanguin vers son cerveau. Le visage de Blake devint violet. Il griffa sa prise, mais elle aurait aussi bien pu être de pierre. De sa main libre, elle descendit et tira quelque chose de sa ceinture, son propre téléphone. Elle le leva à son visage, utilisant la reconnaissance faciale pour le déverrouiller. Puis fit quelque chose avec l'écran qui prit moins de 3 secondes. Puis elle parla, sa voix toujours terrifiante, calme. « Je viens d'envoyer toute ta liste de contacts, y compris tes fournisseurs de drogue et les juges que tu prétends posséder. Au bureau du FBI à Houston, tu as de plus gros problèmes que moi maintenant. » Elle le relâcha, et Blake s'effondra, haletante. Mais en tombant, sa main agitée attrapa la chemise d'uniforme d'Amber, et le tissu vieux se déchira du col à la taille. Le silence qui suivit fut absolu. Le dos d'Amber était exposé à tout le diner, et ce qu'ils virent défiait de l'explication. Le tatouage du trident des Seals s'étendait sur ses épaules. L'aigle, l'encre et le trident inconfondables pour quiconque avait servi. En dessous, Team 3 en lettres grasses. Et en dessous, la devise des Seals. La seule journée facile était hier. Mais c'étaient les cicatrices qui firent halter les gens. Des cicatrices d'IED créaient un motif tordu sur son dos. Le genre de dommage qui venait d'être trop proche d'une explosion et de survivre quand même. Des marques de brûlure traçaient ses côtes. Ce qui ressemblait à des cicatrices de blessures par balle parsemaient son omoplate. Ce n'était pas le corps d'une serveuse. C'était le corps de quelqu'un qui avait été à la guerre et était revenu en le portant avec elle. Le shérif Mason choisit cet exact moment pour entrer par la porte. Ayant fait demi-tour après que quelque chose au diner lui ait semblé bizarre, il prit en compte la scène, 5 hommes au sol dans divers états de blessures. Amber debout au centre avec sa chemise déchirée, le tatouage visible. Et tout son corps se raidit. Mason avait été un Marine pendant 8 ans avant de devenir shérif. Il avait travaillé avec des SEAL à Fallujah. Il savait ce que signifiait ce tatouage, ce que représentaient ses cicatrices. Sans hésitation, il se mit au garde-à-vous et salua. « Madame » dit-il formellement. « Shérif Mason, anciennement Sergeant Mason, 2e bataillon, 5e Marines. » Blake, encore au sol serrant sa gorge, regarda entre eux en confusion. « Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-la, elle nous a attaqués. » Mason l'ignora, sortant son téléphone. « Central, I see Sheriff Mason. J'ai besoin de renforts au Blue Moon Diner. 5 suspects en garde à vue pour agression. Tentative de vol et menace à un opérateur fédéral. » Il marqua une pause. « Et contactez le service d'enquête criminelle navale. Dites-leur que nous avons une situation impliquant l'un des leurs. » Opérateur fédéral. Haleta Ryan de là, où il était recroquevillé au sol. « C'est une serveuse. » Mason le regarda enfin, et son expression était méprisante. « Non, idiot. C'est une Navy SEAL. » Où l'était. Team 3 opérait en Afghanistan de 2016 à 2022. Il menait des missions Black Ops qui n'existent pas officiellement. Paul, tenant sa tempe saignante, réussit à demander « Les SEALs féminines n'existent pas. »« Elles existent maintenant, » répondit Mason. Ils ont commencé à laisser les femmes essayer en 2015. Moins d'une douzaine n'ont jamais réussi. Vous venez d'attaquer l'une d'elles. Amber avait tiré Liam vers elle, le tenant serré tout en gardant son dos contre le mur pour que les autres clients ne puissent pas fixer ses cicatrices. Le garçon pleurait mais semblait plus soulagé que blessé. « Maman... » La voix de Liam était petite. Confuse. « C'est vrai. Tu étais vraiment... » Amber embrassa le sommet de sa tête. « On en parlera plus tard. Mon bébé, tu es blessé. »« Non, ça va. Maman, tu étais comme une super-héroïne. »« Non, » dit Amber calmement. « J'étais juste une marin faisant son travail. » Blake avait réussi à se hisser en position assise, son visage un masque de choc et de peur croissante. « C'est impossible. Tu ne peux pas être... » Mason s'avança vers lui, se tenant entre Blake et Amber.
Son dossier est classifié. Mais je peux vous dire ça. Si elle voulait vous mordre, vous le seriez. Le fait que vous respiriez encore signifie qu'elle a fait preuve de retenue. Je n'aurais pas fait... Connor, le premier à retrouver un peu de composure, essaya de sauver quelque chose de la situation. On ne savait pas. Comment on pouvait savoir? Elle n'a jamais rien dit. Henry se leva enfin de sa banquette, ses vieilles articulations grinçant. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Certains d'entre nous pouvaient le voir. La façon dont elle bougeait, la façon dont elle respirait, la façon dont elle n'a jamais vraiment perdu le contrôle, même quand vous pensiez qu'elle l'avait fait. Vous, les garçons, étiez si occupés à jouer les durs. Vous n'avez jamais remarqué que vous menaciez quelqu'un qui pouvait tuer tous les 5 d'entre vous avant que quiconque cligne des yeux. Les protocoles légaux pour les vétérans avec des antécédents en opérations spéciales étaient spécifiques et étendus. Les cabinets spécialisés dans de tels cas opéraient 247 avec des équipes d'avocats qui comprenaient à la fois le droit militaire et la justice civile. Ces services couvraient tout, des cas de légitime défense à la protection des habilitations de sécurité. Des programmes éducatifs conçus pour les vétérans d'élite offraient des voies accélérées vers les forces de l'ordre, la sécurité privée et des rôles de leadership corporate. Des positions où leurs compétences uniques pouvaient être correctement utilisées et compensées. Le taux de placement pour ces programmes dépassait 90%, avec des salaires de départ souvent doubles de ceux des candidats civils. Holly avait retrouvé sa voix, approchant Amber lentement avec une chemise de rechange du fond. « Tiens, chérie, laisse-moi t'aider. » Amber accepta la chemise avec gratitude, l'enfilant tout en gardant Liam proche. En le faisant, plus de détails devinrent visibles. Les callosités sur ses mains n'étaient pas de porter des assiettes, mais d'années de manipulation d'armes. La façon dont elle bougeait, même maintenant, gardait tous les 5 hommes à terre dans sa vision périphérique. Blake fit une dernière tentative de défi. Vous ne pouvez rien prouver. C'est notre parole contre la vôtre. On dira qu'elle nous a attaqués sans provocation. Mason rit réellement. Vraiment. Vous voulez aller avec cette histoire? Il pointa la caméra de sécurité dans le coin. Cette caméra que vous pensiez avoir désactivée, elle télécharge sur le cloud toutes les 30 secondes. Ça fait 1 an depuis la dernière tentative de vol. On a toutes, vous menaçant son gamin, l'agressant, tout le spectacle. L'ordinateur de Paul, encore ouvert sur la table, sonna à nouveau. L'écran montra une notification. Alerté NCIS. Position de l'opérateur Whisper confirmée. Équipe de réponse. ETA 15 minutes. Équipe de réponse. Demanda Ethan faiblement. Protocole standard quand quelqu'un attaque l'un de leurs opérateurs, expliqua Mason. Ils ne le prennent pas à la légère. Vous, les garçons, êtes sur le point de devenir des affaires fédérales. Mais Amber secoua la tête. Shérif, annulez-les. Je ne veux pas ce genre d'attention. Mason la regarda avec surprise. Madame, avec tout le respect, ces hommes vous ont agressé. Vous et votre fils. Vous avez tout droit. J'ai le droit d'être laissé tranquille, interrompit Amber. J'ai laissé cette vie derrière pour une raison. Maman, dit Liam, la regardant avec de grands yeux. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Amber s'agenouilla à son niveau, sa voix douce. Parce que tu avais besoin d'une mère, pas d'une guerrière. Tu avais besoin de normal et j'ai essayé de te donner ça. Mais tu es une héroïne? Non, mon bébé, les héros font des choses extraordinaires. J'ai juste fait mon travail. Blake, comprenant peut-être enfin la magnitude de son erreur, essaya de s'excuser. Écoutez, on ne savait pas, on est désolé. On partira, jamais revenir. Juste ne... Économisez-le. Coupa Amber, vous avez menacé mon fils. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Jasper, le propriétaire du diner, fit irruption par la porte. Ayant été appelé par quelqu'un, il prit en compte la destruction, tables cassées, vaisselle brisée, 5 hommes au sol, et son visage pâlit. Amber, qu'est-ce qui s'est passé? Votre problème d'argent de protection s'est résolu tout seul, dit Henry sèchement. Il s'avère que embaucher une Navy SEAL comme serveuse a ses avantages. La confusion de Jasper était évidente jusqu'à ce qu'il voie la chemise déchirée d'Amber et le tatouage encore partiellement visible. Sa bouche s'ouvrit. Vous êtes militaire. J'étais Courageous Amber. Maintenant, je suis juste une mère célibataire, essayant de joindre les 2 bouts avec un ensemble très particulier de compétences. Mason ajouta. Jasper, je suggère que vous donniez à cette femme une augmentation et peut-être un partenariat. Quelque chose me dit que personne ne va essayer de racketter votre diner à nouveau. Le son des sirènes approcha, les renforts de Mason arrivant. Les 5 hommes qui étaient entrés dans le diner comme des prédateurs
était maintenant une proie complètement vaincue, n'essayant même pas de résister, tandis que les adjoints commençaient à arriver. Blake, alors qu'il était menotté, regarda Amber une dernière fois. Kandahar, 2018, Firebase Phoenix. L'expression d'Amber changea légèrement. Comment vous connaissez Firebase Phoenix? J'étais armée, 2e brigade, Handawani aéroporté. Fin août, les talibans nous avaient coincés, 50 d'entre nous sur le point d'être submergés. Puis cette escouade fantôme apparaît de nulle part. 6 opérateurs qui ont tenu la ligne pendant 3 heures jusqu'à l'évac. Jamais vu leur visage, mais le commandement nous a dit plus tard que c'était Team 3. Sa voix se brisa. « C'était vous ?» Amber ne répondit pas, mais son silence était une confirmation suffisante. La façade de dur de Blake s'effondra complètement. « Vous avez sauvé mon unité. Mes frères, nous serions tous morts ce jour-là. »« C'était mon travail, » répéta Amber calmement. « Je suis désolée. »« Dites Blake !» Et pour la première fois, ça sonnait sincère. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je suis devenue ça après être sortie. PTSD, boisson, perdu mon chemin. Ce n'est pas une excuse, mais je suis désolée. » Mason hissa Blake sur ses pieds. « Gardez-le pour le juge. » Alors que les 5 hommes étaient emmenés, Paul réussit à poser une question de plus. Quel genre de personne passe d'être un SEAL à servir des tables? Amber le regarda fixement. Le genre qui a vu assez de tueries et veut juste verser du café et élever son fils en paix. Si l'histoire d'Amber vous a frappé aussi fort qu'elle a frappé tout le monde dans ce diner, regardez notre prochaine vidéo sur une pilote d'Apache féminine qui a été forcée de révéler sa Medal of Honor à sa propre cour martiale. Le lien est sur votre écran maintenant. L'après-coup fut rapide mais compliqué. Le NCS arriva malgré les protestations d'Amber, mais elle réussit à les convaincre de garder tout discret. Pas de presse. Pas de rapports officiels au-delà de ce qui était nécessaire pour les charges d'agression. Les 5 hommes seraient poursuivis, mais discrètement et probablement plaideraient coupables pour éviter un procès qui attirerait plus d'attention sur Amber. Les autres clients du diner étaient encore en train de digérer ce qu'ils avaient vu. Grace, l'infirmière en traumatologie, approcha Amber avec une inquiétude professionnelle. Ses cicatrices ont besoin d'un traitement approprié. Certaines paraissent stressantes. Elles sont gérées, dit Amber simplement. Arthur et sa femme s'approchèrent, le vieil homme marchant prudemment. « Merci, dit-il simplement, pour avoir tenu tête à eux. »« Je ne l'ai pas faite pour vous, » répondit Amber, mais pas méchamment. « Je l'ai fait pour lui. » Elle regarda Liam, qui s'accrochait encore à son côté. Henry fut le dernier à approcher. Le vieux vétéran du Vietnam se tint devant elle un long moment, puis leva la main en salut. « Petty officer. » Amber rendit le salut. Puis le surprit en avançant et en lui donnant une brève étreinte. « Vous saviez, n'est-ce pas, dès le début, j'ai soupçonné, la respiration vous a trahi et la façon dont vous n'avez jamais vraiment perdu le contrôle, même quand il pensait que vous l'aviez fait. » Il sourit tristement. « J'ai connu quelques opérateurs de mon temps. Vous avez tous ce même regard, comme si vous voyiez des fantômes que personne d'autre ne peut voir. Certains jours, ils sont plus bruyants que d'autres. » Admit Amber. Le diner était en chaos. Meubles cassés, vaisselle brisée, café et nourriture éclaboussés partout. Jasper regarda la destruction avec désespoir. L'assurance ne couvrira pas ça. Ils diront que c'était une activité criminelle. Je couvrirai, dit Amber calmement. Avec quoi? Je sais ce que je vous paye. Elle lui lança un regard. J'ai des ressources. Laissez-moi m'en inquiéter. Holly, qui avait été calme depuis qu'elle avait donné la chemise à Amber, parla enfin. Donc tout ce temps, tu étais quoi? Un cachette. En vie, corrigea Amber. Il y a une différence. Mais pourquoi ici? Pourquoi servir des tables? Amber regarda autour du dîner les sièges en vinyle craquelés, l'ancienne machine à café, l'enseigne néon clignotante. Parce que personne ne cherche un fantôme dans des endroits comme ça, et parce que Liam avait besoin de normal. Il avait besoin de pièces d'école et de petites ligues et d'histoires au coucher, pas d'une mère qui sursaute aux ombres et dort avec un pistolet sous l'oreiller. Mais tu sursautes encore aux ombres, observa Holly. Je l'ai vu quand la porte claque trop fort, quand quelqu'un laisse tomber une assiette. Certaines choses, on ne peut pas les laisser derrière, on apprend juste à vivre avec. Le shérif Mason avait fini de traiter la scène et approcha Amber une fois de plus. « Madame, j'ai besoin de demander, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Quiconque pourrait vous chercher? Des menaces en cours? » Amber fut calme un moment trop long. Pas de menaces actives dont je sois au courant. Mason attrapa le wording prudent. Mais des menaces inactives.
Shérif, j'ai servi 6 tours en Afghanistan et en Irak. J'ai fait partie d'opérations qui ont tué des cibles de haute valeur. Il y a des gens dans le monde qui aimeraient beaucoup me trouver. Mais d'après ce que le gouvernement m'a dit, ils ne savent pas que j'existe. Et vous les croyez? Je crois en être préparé. Mason hocha la tête en comprenant. J'augmenterai les patrouilles autour du diner discrètement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi directement. Il lui tendit une carte avec son numéro de portable personnel. Un vétéran à un autre. Alors que la dernière voiture de police s'éloignait et que la foule d'observateurs commençait à se disperser, Amber se tenait dans les décombres de ce qui avait été une soirée normale et essayait de figurer ce qui venait ensuite. Sa couverture soigneusement construite était grillée, au moins localement. Le mot se répandrait malgré les meilleurs efforts de tout le monde. La vie calme qu'elle avait bâtie pour Liam était effectivement terminée. « Maman » dit Liam, tirant sur sa chemise. « On va devoir déménager à nouveau. » Le mot « à nouveau » frappa comme un couteau. Ce n'était pas la première fois qu'ils avaient dû déménager. Bien que Liam ait été trop jeune pour se souvenir des autres fois. « Peut-être » dit Amber honnêtement. « Ça irait ?» Liam y pensa. « Tu m'apprendras les trucs que tu sais, les trucs de combat. » « Pourquoi tu voudrais apprendre ça? »« Pour que je puisse protéger les gens aussi, comme toi. » Amber s'agenouilla et le tira proche. « Oh, mon bébé, j'espère que tu n'auras jamais à protéger quiconque comme je l'ai fait. C'est pourquoi je l'ai fait, pour que tu n'aies pas à le faire. Mais si des mauvais viennent, alors je m'en occuperai. C'est mon boulot. Ton boulot est d'être un gamin. » « Mais tu n'es pas juste une maman, » insista Liam. « Tu es comme Captain America. » Malgré tout, Amber rit. Captain America était un super soldat. « Je suis juste une Navy régulière. » « Il n'y a rien de régulier chez toi. » dit Holly. « J'ai travaillé avec toi pendant 2 ans et je n'avais aucune idée. Comment tu caches quelque chose comme ça? »« Pratique, » dit Amber, « et nécessité. » La porte du dîner sonna et tout le monde se tendit. Mais c'était juste un camionneur cherchant du café et un repas. Il prit en compte la destruction avec de grands yeux. « On est fermé, » dit Jasper. « Pour combien de temps? » Jasper regarda Amber, puis prit une décision. « 24 heures, on rouvrira demain soir. » Le camionneur partit, et Jasper se tourna vers Amber. « Je pensais ce que Mason a dit. Partenariat 50-50. Cet endroit a besoin de protection. Et tu as prouvé que tu pouvais le faire? » « Je sers des tables, » dit Amber. « Je ne... » « Tu as sauvé mon business. Bon sang. Tu as sauvé ma vie. Ces hommes m'auraient battu sévère quand ils auraient découvert que je n'ai vraiment pas leur argent. Donc, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. » Amber y réfléchit. Un partenariat signifierait des racines, un engagement à rester. Ça signifierait accepter que sa couverture soit grillée et essayer de construire quelque chose de nouveau des décombres. Ça signifierait choisir de se battre pour le normal au lieu de fuir l'anormal. « D'accord, » dit-elle enfin. Mais à une condition. On installe un meilleur système de sécurité, et je veux dire de grade militaire. Jasper rit, le son légèrement hystérique. Après ce que je viens de voir, tu peux installer ce que tu veux. Alors que l'adrénaline commençait enfin à s'estomper, Amber sentit le crash familier venir. Ses mains commencèrent à trembler. Pas de peur, mais de l'après-combat. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas eu à utiliser ses compétences, et son corps se rappelait pourquoi elle avait quitté. « Ça va ?» demanda Holly, remarquant les tremblements. « Ça ira? Ce truc que j'ai fait avec la ceinture et le couteau, et comment 6 ans d'entraînement et 6 de plus de pratique, dit Amber simplement. Plus une motivation qu'aucun entraînement ne peut donner. » Elle regarda Liam, qui aidait Henry à ramasser la vaisselle intacte. « Tu les aurais vraiment tués s'ils avaient blessé Liam. » L'expression d'Amber fut réponse suffisante. Holly frissonna. « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. »« Je ne suis pas en colère. » dit Amber. La colère rend négligent. J'étais juste concentrée. Alors qu'il commençait à nettoyer le diner, le téléphone d'Amber bourdonna avec un texto d'un numéro inconnu. Elle le regarda et son sang se glaça. « Whisper, nous savons où tu es. Le passé n'en a pas fini avec toi. » Elle effaça le message immédiatement. Mais le mal était fait. Quelqu'un savait. Quelqu'un de sa vieille vie l'avait trouvé. Et ça signifiait que Liam était en danger à nouveau. « Tout va bien ?» demanda Mason, ayant remarqué sa réaction. « Ouais. » mentit Amber, juste du spam. Mais ses yeux avaient changé à nouveau, scannant les fenêtres, vérifiant les angles, calculant les chambres de tir. La guerrière était de retour, qu'elle le veuille ou non. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident au Blue Moon Diner, et la vie avait pris un nouveau rythme étrange. Les réparations étaient terminées. Le nouveau système de sécurité militaire bourdonnait calmement en fond, et les clients venaient de 3 comtés juste pour manger où travaillait la Dame Seal.
Amber détestait l'attention, mais elle ne pouvait nier que c'était bon pour les affaires. Le dîner qui survivait à peine faisait maintenant des profits pour la première fois depuis des années. Elle se déplaçait à travers son shift avec une efficacité pratiquée, versant du café et prenant des commandes. Mais ses yeux ne s'arrêtaient jamais de scanner. Chaque nouveau client était évalué pour le niveau de menace. Chaque voiture qui restait trop longtemps dans le parking était mémorisée. Le message texto de 3 semaines auparavant n'avait pas été suivi par quoi que ce soit d'autre, mais Amber savait mieux que de se détendre. Dans son expérience, le calme avant le contact était quand on devait s'inquiéter le plus. Liam était à l'école. Holly gérait le rush du déjeuner avec elle. Et Jasper était dans le bureau à passer en revue les livres avec une satisfaction évidente. Ça semblait presque normal. Presque. Puis le shérif Mason entra et son expression mit immédiatement Amber en alerte. Il n'était pas là pour du café. On doit parler, dit-il calmement, gesticulant vers l'arrière. Amber hocha la tête à Holly pour couvrir ses tables et suivit Mason en cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ah, Blake Carter veut vous voir. Non. Écoutez-moi, il est en détention fédérale depuis l'incident. Il risque 15 à 20 ans, mais il dit qu'il a des informations que vous devez entendre sur Firebase Phoenix. La mâchoire d'Amber se serra. Firebase Phoenix était classifié au plus haut niveau. Le fait que Blake connaisse même le nom était préoccupant. Quel genre d'informations? Il ne dira pas, seulement que c'est sur ce qui s'est passé après, sur votre équipe. Le mot envoya un frisson le long de la colonne d'Amber. Son équipe, SEAL Team 3, Designation Ghost Unit 7, avait été déclarée qu'il y a 6 mois après qu'elle ait été médicalement déchargée suite à un incident IED. Tous les 5 morts dans un crash d'hélicoptère qui n'avait aucun sens. Elle n'y avait jamais cru, mais ses enquêtes avaient heurté mur après mur de classification et de redirection. Quand? Cet après-midi, centre de détention fédérale. Je vous conduirai. Amber y réfléchit. Ça pouvait être un piège, où Blake pouvait pêcher des infos pour échanger contre une sentence plus légère. Mais s'il savait vraiment quelque chose sur son équipe, laissez-moi arranger une garde pour Liam. 2 heures plus tard, Amber était assise en face de Blake Carter dans une salle d'interrogatoire stérile. Il paraissait plus petit dans la combinaison orange, l'arrogance battue par 3 semaines en détention fédérale. Son avocat était assis à côté de lui, paraissant nerveux. « Avant qu'on commence, dit l'avocat, mon client veut clarifier qu'il offre cette information librement. Pas comme partie d'un accord de plaidoirie. Ah, je m'en fiche des accords. Dit Blake, ses yeux fixés sur Amber. Je vous dois. Firebase Phoenix était mon premier déploiement. Si votre équipe n'avait pas montré, il secoua la tête. De toute façon, après être sorti, je suis allé dans le secteur privé un moment, travail de contracteur de sécurité en Syrie. C'est là que j'en ai entendu parler. Entendu parler de quoi? Votre équipe, Ghost Unit 7. Ils ne sont pas morts. L'expression d'Amber ne changea pas, mais son rythme cardiaque spike. La Navy dit autrement. La Navy dit beaucoup de choses. Écoutez, je travaillais la sécurité pour un site Black CIA en dehors d'Alep en 2022. Une nuit, 5 opérateurs montrent besoin d'attention médicale et d'extraction. Ils avaient été dans un firefight avec des mercenaires russes. J'en ai reconnu un. Le gars s'appelait Vandal, Grand Type, tatouage hawaïenne sur l'avant-bras. Kai Vandal avait été le call sign de Kai. Les mains d'Amber se serrèrent sous la table. C'est impossible. Ils sont morts dans un crash d'hélicoptère en Afghanistan en 2021. C'est ce que disent les records. Mais je les ai vus de mes propres yeux. Ils étaient très vivants et très hors livre. Ils n'étaient plus Navy. Ils travaillaient pour quelqu'un d'autre. Qui? Blake haussa les épaules, au-dessus de mon niveau de paye. Mes vandales étaient saouls une nuit. Parlant d'affaires inachevées, disaient qu'ils avaient été brûlés par leur propre pays, déclarés morts pour pouvoir opérer sans supervision. Disaient que la seule qui s'en était sortie propre était Whisper, et qu'ils la cherchaient depuis... Amber se leva abruptement. « On a fini ici? » « Attendez, dit Blake urgemment. Il y a plus. Cette compagnie pour laquelle je travaillais, Darkwater Solutions. Ils gardent des tables sur tous les anciens opérateurs spéciaux. C'est leur pool de recrutement. Le mois dernier, quelqu'un a accédé à votre dossier? Mon dossier n'existe pas. Votre dossier officiel n'existe pas, mais Darkwater a sa propre base de données. Quelqu'un a payé beaucoup d'argent pour vous trouver, et avant que vous demandiez, je ne sais pas qui, mais je sais qu'ils vous ont trouvé. C'est pourquoi j'ai enfin décidé de parler. Vous avez sauvé mon unité. C'est moi essayant de retourner la faveur. Amber quitta le centre de détention avec l'esprit en ébullition. Si Blake disait la vérité, toute son équipe avait été déclarée morte pour devenir des actifs niables. Mais pour qui? Et pourquoi la cherchait-il maintenant? Mason conduisit en silence un moment, puis dit
Vous avez besoin d'aide avec ça? Non, c'est mon problème. Avec respect, madame, vous avez un gamin à penser? Quoi que ce soit, ce n'est plus juste sur vous. Il avait raison, et Amber détestait ça. Elle avait passé 3 ans à construire une vie normale pour Liam, et maintenant tout s'effilochait. Quand ils revinrent au diner, Amber remarqua immédiatement quelque chose de mal. Un SUV noir avec des plaques gouvernementales était garé dehors, et 2 hommes en costume attendaient près de la porte. Passe FBI. Elle connaissait leur type. Ceci était autre chose. Petty Officer Hayes, le plus grand, montra un badge. Agence de renseignement de la défense. On doit parler. Parler de quoi? De pourquoi 5 Navy SEALs morts ont été vus en Europe de l'Est la semaine dernière et pourquoi ils posent des questions sur vous. Amber regarda Mason. Puis les agents, pas ici, pas où les clients peuvent voir. Ils se déplacèrent au bureau du diner, à l'étroit avec 4 personnes. L'agent principal, qui se présenta comme Thompson, sortit une tablette et montra à Amber une photo de surveillance granuleuse. 5 figures en tenue tactique. Visages obscursus. Maze builds familiars. Ça a été pris à la frontière Pologne-Biélorussie il y a 6 jours. Reconnaissance faciale a eu un match partiel sur 2 d'entre eux. Vos anciens coéquipiers, Petty Officers Kai Nakamura et Marcus Webb. Officiellement, ils sont morts en Afghanistan en août 2021. Officieusement, ils opèrent comme mercenaires à travers l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Ils ne sont pas des mercenaires, dit Amber calmement. Ils ne feraient pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Thompson l'étudia. Ils vous cherchent. Ils ont accédé à des bases de données, soudoyer des officiels, menacer des contacts. La question est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ghost Unit 7 que nous ne savons pas? Amber fut calme un long moment, pesant ses options. Enfin, elle dit Operation Blackwater, June 2021. On nous a chargé d'éliminer une cible de haute valeur dans les montagnes Hindu Kush. Tout était faux dès le début. Le renseignement était mauvais. Le soutien était inexistant. Et quand on est arrivé là, quoi? Ce n'était pas un camp terroriste. C'était un village. Des familles, des enfants. Quelqu'un nous avait donné un faux renseignement pour nous piéger à commettre un crime de guerre. Elle rencontra les yeux de Thompson. Nous avons refusé l'ordre d'engager. Le commandement a pété un plomb. 2 jours plus tard, j'ai été touchée par un IED pendant ce qui était censé être une patrouille routine, déchargée médicalement pendant que j'étais encore en récupération. 1 mois plus tard, mon équipe a été déclarée KIA. Thompson échangea des regards avec son partenaire. Il n'y a pas de record d'opération Blackwater. Il n'y en aurait pas. C'était compartimenté au plus haut niveau. Seule une poignée de gens savaient même qu'elle existait. Et vous pensez que votre équipe a été déclarée morte parce qu'ils ont refusé un ordre illégal? Je pense que quelqu'un voulait nous tous disparus. Ils m'ont sorti avec une décharge médicale, probablement prévoyant de s'occuper de moi plus tard. Les autres, je pensais qu'ils étaient morts jusqu'à aujourd'hui. Le téléphone de Thompson bourdonna. Il le regarda, son visage pâlissant. On a un problème. Il y a eu un incident à l'école de votre fils il y a 10 minutes. 5 hommes ont essayé d'accéder au bâtiment, prétendant être des agents fédéraux. Amber était déjà en mouvement. Où est mon fils? La sécurité de l'école les a détenus et la police locale les a en garde. Votre fils est en sécurité, mais Petty Officer Hayes. Ces hommes avaient vos vieilles photos de service. Ils le cherchaient spécifiquement. La conduite à l'école de Liam fut les 10 minutes les plus longues de la vie d'Amber. Chaque instinct tactique qu'elle avait hurlait de courir, d'attraper son fils et de disparaître. Mais elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle ne ferait pas vivre ça à Liam. L'école était entourée de voitures de police quand ils arrivèrent. Liam était dans le bureau du principal. Effrayé mais indemne, quand il vit Amber, il courut vers elle, jetant ses bras autour de sa taille. « Maman, ces hommes sont venus et ont dit qu'ils étaient là pour m'emmener à toi. Mais Madame Rodriguez ne les a pas crus et a appelé la police. » Amber le serra fort, ses yeux scannant la pièce. « Tu as bien fait, mon bébé. Tu es resté avec les adultes en qui tu as confiance. » Le shérif Mason interrogeait les 5 hommes dans une salle de classe. Ce n'était pas son ancienne équipe. C'était un du muscle loué, probablement des mercenaires. Mais l'un d'eux avait un téléphone avec un seul numéro dans les appels récents. Amber reconnut le code pays. Ukraine. Ce sont des proxys, dit-elle à Thompson. Loués pour attraper mon fils et me faire sortir. Vous faire sortir pour qui? Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Préfixe international. Contre son meilleur jugement, elle répondit. Whisper. La voix était douloureusement familière. Marcus, call sign Priest, son ancien leader d'équipe est la chose la plus proche d'un frère qu'elle ait jamais eue. Marcus, tu es vivant.
Nous le sommes tous. On doit parler. Vous avez essayé d'enlever mon fils. Quoi? Non, on n'a pas fait. Whisper, écoute-moi. Quelqu'un d'autre sait qu'on te cherche. Il l'utilise comme couverture. On ne te ferait jamais de mal, ni au gamin. Alors qu'est-ce que vous voulez? Te ramener. Tu es en danger. Opération Blackwater n'était pas ce que tu penses. Le village était un piège, mais pas de notre côté. Quelqu'un au commandement travaillait avec l'ennemi. On les chasse depuis 2 ans. Qui? Pas au téléphone. Il y a un truck stop à 80 km au nord sur l'autoroute 287. Sois là à minuit. Viens seul. Hey. Marcus, s'il te plaît. Sarah. Il utilisa son vrai nom, quelque chose qu'il n'avait fait qu'une fois avant, le jour où elle lui avait sauvé la vie à Kandahar. Fais-moi confiance une fois de plus. La ligne se coupa. Thompson avait entendu toute la conversation. Vous n'envisagez pas sérieusement d'y aller. Ils étaient mes frères, dit Amber calmement. S'ils disent que je suis en danger, ils le sont déclarés morts depuis 2 ans. Ils sont des fantômes opérant en dehors de tout cadre légal. C'est exactement le genre de piège. Ce n'est pas un piège. La voix d'Amber était certaine. Marcus aurait pu me trouver n'importe quand dans les 3 dernières années, s'il voulait me faire du mal. Il essaie de me protéger de quoi? C'est ce que j'ai besoin de découvrir. Le reste de la journée fut un tourbillon de préparation. Amber arrangea pour que Holly surveille Liam au diner. Le nouveau système de sécurité en faisait l'endroit le plus sûr en ville. Mason insista pour avoir des adjoints stationnés autour du truck stop. Caché mais prêt, Thompson voulait amener une équipe tactique complète, mais Amber refusa. S'ils voient des agents gouvernementaux, ils disparaîtront. Ces hommes ont passé des années à perfectionner l'art de ne pas exister. Vous ne les trouverez jamais s'ils ne veulent pas être trouvés. À 23 at Trent, Amber embrassa Liam au revoir. Il dormait sur le lit de camp dans le bureau de Jasper, épuisé par le trauma de la journée. « Tu reviens? » Hein? Demanda Holly, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je reviens toujours. » Ce n'est pas vraiment une réponse. Amber vérifia son arme cachée une dernière fois. « Si je ne suis pas de retour à l'aube, appelle le numéro que Thompson t'a donné. Ils sauront quoi faire. » Le truck stop était l'un de ces endroits 24 heures qui existaient dans les marges de l'Amérique. Lumière fluorescente luttant une bataille perdue contre l'obscurité. Camionneurs fatigués attrapant du café et de la nourriture processée. Personne posant des questions ou établissant un contact visuel. Amber gara son camion au bord du lot où elle avait de bonnes lignes de vue et de multiples routes d'échappement. À minuit exactement, une figure émergea des ombres près des pompes diesel. Même après 2 ans, elle reconnut la marche de Marcus, la légère faveur de sa jambe gauche d'une vieille blessure, la façon dont il gardait sa main droite libre pour l'accès à l'arme. Il paraissait plus vieux, plus dur. Le sourire facile qu'elle se rappelait était parti, remplacé par quelque chose de hanté. Mais quand il la vit, son visage s'adoucit légèrement. Whisper, Priest. Ils se tinrent à 3 mètres l'un de l'autre, s'évaluant. Puis Marcus fit un pas lent en avant. Mains visible. Je suis clean. Pas d'armes, pas de fil. Amber avait déjà vérifié. Le scanner électromagnétique dans sa poche n'avait détecté aucun électronique. Parle. Pas ici. La vanne est là-bas. Il gesticula vers un véhicule banal. Les autres attendent? Tous. Tous les 4. Ce qui reste de Ghost Unit 7. Contre chaque instinct tactique, sauf celui qui disait que ces hommes mourraient pour elle, Amber suivit Marcus à la vanne. La porte latérale glissa ouverte, et ils étaient là, ses frères d'armes, les hommes qu'elle avait pleurés pendant 2 ans, Kai Vandal Nakamura, le géant hawaïen qui pouvait faire des bombes avec des fournitures de cuisine, Danny Hawk Chen, leur sniper qui avait une fois tenu une position pendant 72 heures sans bouger, Alex Phoenix Rivera, qui avait gagné son call sign en survivant à 3 incidents séparés qui auraient dû le tuer, et Marcus, leur leader, leur conscience. Saint Whisper, tu as l'air bien? Dit Kai, sa voix épaisse d'émotion. Vous avez l'air mort, répondit Amber. Tous. À ce sujet, dit Marcus. On doit expliquer. Après ton ID, après qu'ils t'ont déchargé, on a continué à creuser dans Operation Blackwater. On a trouvé des preuves que le général Morrison prenait de l'argent du renseignement iranien. Le village qu'on nous a envoyé éliminer était plein de témoins qui pouvaient l'exposer. Le sang d'Amber se glaça. Le général Morrison était maintenant le vice-président des chefs d'état-major interarmés. L'une des positions militaires les plus puissantes du pays. On a essayé d'aller par les canaux, ajouta Danny. Mais tout le monde à qui on a parlé a soit été réaffecté, soit eu des accidents. Puis ils sont venus pour nous. Le crash d'hélicoptère était mis en scène. Ils nous ont donné un choix, mourir pour de vrai ou mourir sur papier et disparaître.
Donc vous avez choisi de devenir des fantômes. On a choisi de survivre et de trouver des preuves. Dit Marcus. On traque le réseau de Morrison depuis 2 ans. On a des noms, des dates, des records financiers. Mais on a besoin d'une chose de plus. Ton témoignage sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mon témoignage ne signifiera rien. J'ai été déchargé, discrédité. Pas discrédité, dit Alex, sortant une tablette, silencée. Mais on a les enregistrements originaux de la mission, ceux qui étaient censés être détruits. Ta voix refusant l'ordre, la réponse de Morrison menaçant de cour martiale, tout. Amber regarda les fichiers sur l'écran. C'était tout là, des preuves qui pouvaient faire tomber pas juste Morrison, mais toute une conspiration qui atteignait les plus hauts niveaux du commandement militaire. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Pourquoi venir pour moi maintenant? Parce que Morrison est sur le point d'être confirmé comme président, dit Marcus. Si ça arrive, il sera intouchable. Mais il y a une audience au Sénat dans 3 jours. Si on peut amener ses preuves aux bonnes personnes, on peut l'arrêter. Amber Finet. Mais ça signifie revenir d'entre les morts. Ça signifie finir la mission, dit Marcus. De la bonne façon cette fois. Amber pensa à Liam, à la vie calme qu'elle avait construite, à la promesse de normal qu'elle avait essayé de lui donner. Puis elle pensa à tous les soldats qui serviraient sous Morrison, qui pourraient être envoyés mourir pour ses mensonges. J'ai un fils maintenant. On sait, on a veillé, s'assurant que tu étais en sécurité. Il semble être un bon gamin. Il l'est. Et je ne l'aurais pas grandir dans un monde où des hommes comme Morrison ont le pouvoir. Donc tu es partante? Avant qu'Amber puisse répondre, son téléphone bourdonna. C'était Holly, et sa voix était paniquée. Amber, tu dois revenir ici maintenant. Il y a des hommes ici, types militaires. Ils disent qu'ils ont un mandat pour ton arrestation. Quoi? Sur quelle charge? Trahison. Ils disent que tu as vendu des informations classifiées à des gouvernements étrangers. Amber, ils ont des armes et ils ne sont pas locaux. Liam a peur. Le téléphone se coupa. Amber regarda son équipe. Morrison sait, il fait son move. Marcus était déjà en mouvement. On a des véhicules et des armes. Combien d'hostiles? Inconnu. Mais mon fils est là. Alors on va le chercher, dit Kai simplement, comme au bon vieux temps. Ce n'est pas l'Afghanistan, avertit Amber. C'est une zone civile, sol américaine. Morrison a franchi cette ligne en premier, dit Danny, assemblant déjà un fusil de pièces dans un étui. Il utilise des actifs militaires contre un civil. Ça fait de ça notre combat. La conduite de retour au diner fut une perfection tactique. 5 véhicules se déplaçant en coordination. Maintenant l'espacement et des champs de tir chevauchants. Amber était dans le véhicule de tête avec Marcus, son esprit passant en revue des scénarios. Morrison avait des ressources, une couverture officielle et l'élément de surprise, mais il avait fait une erreur cruciale. Il avait menacé son fils. Ils s'arrêtèrent à 800 mètres du diner. Danny se posta sur une colline avec vue d'ensemble, tandis que les autres avançaient à pied. À travers la lunette, il rapporta ce qu'il voyait. 8 opérateurs en tenue tactique, 2 à la porte avant, 2 à l'arrière, 2 mobiles, 2 à l'intérieur avec les civils. Formation professionnelle, plaque gouvernementale sur les véhicules. Alex ajouta, scannant avec des jumelles. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont en service actif. L'escouade de frappe privée de Morrison. Dit Marcus. Opérateur Delta Force. Qu'il a retourné. La mâchoire d'Amber se serra. Ils sont encore américains. On utilise la force non létale sauf absolument nécessaire. Roger, répondit l'équipe à l'unisson. Ils bougèrent comme des ombres, utilisant des compétences affinées dans une douzaine de pays contre des ennemis bien plus nombreux. Kai et Alex prirent les mobiles en premier, utilisant des prises d'étranglement pour les faire tomber silencieusement. Danny appela les positions dans leurs oreillettes, les guidant à travers les angles morts. Amber et Marcus approchèrent l'avant où ils pouvaient voir à travers la fenêtre. Liam était assis dans une banquette. Holly, avec son bras autour de ses épaules, 2 opérateurs se tenaient au-dessus d'eux. Armes visibles, mais pas directement menaçantes. « Je prends gauche, tu prends droite », murmura Marcus. « Juste comme à Kandahar », confirma Amber. Ils firent irruption par la porte en parfaite synchronisation. Les opérateurs, pour tout leur entraînement, ne s'attendaient pas à ce que 2 fantômes matérialisent. L'opérateur d'Amber tomba à une frappe nerveuse qui paralysa temporairement son bras, son armée claquant loin. La cible de Marcus essaya de lever son fusil, mais se trouva dans une lutte avec quelqu'un qui avait passé 2 ans à rien faire d'autre qu'à s'entraîner pour des moments comme ça. « Maman !» cria Liam. « Reste baissé, mon bébé. » Les 2 opérateurs à la porte arrière vinrent en courant.
mais rencontrèrent Kai et Alex venant de l'autre direction. Le combat fut bref mais intense. Soldats professionnels utilisant chaque truc qu'ils connaissaient, mais finalement submergés par une coordination supérieure et l'élément de surprise. En moins de 90 secondes, tous les 8 opérateurs étaient à terre, désarmés et attachés avec des colliers de serrage. Pas de coups tirés, pas de blessures sérieuses. Juste 8 soldats hautement entraînés se demandant comment ils avaient été neutralisés si vite. L'opérateur principal, on mesure par son insigne, fusait la Amber du regard. Vous faites une erreur. Nous avons l'autorité légale, basée sur des preuves fabriquées, interrompit Marcus, sortant un enregistreur. Morrison vous a-t-il dit pourquoi il la veut vraiment? A-t-il mentionné Operation Blackwater? L'expression du major scintilla. Il avait entendu le nom. Le shérif Mason arriva avec ses adjoints, suivi de près par Thompson et son équipe d'IA. La situation était au-delà du compliqué. Agents fédéraux arrêtés par les forces de l'ordre local, basés sur des preuves fournies par des Navy SEALs officiellement morts. Ça va être un cauchemar de paperasse. Dit Thompson. Inspectant la scène, ça va être pire que ça. Dit Marcus. Il sortit un téléphone satellite et composa un numéro de mémoire. Sénateur Coleman. Ici, commandant Marcus Webb. SEAL Team 3. Oui, monsieur. Je sais que je suis censé être mort. J'ai des preuves concernant le général Morrison et Operation Blackwater. On a besoin d'une audience d'urgence ce soir. Les 6 heures suivantes changèrent tout. Le sénateur Coleman, président du comité des services armés et ancien officier Navy lui-même, convoqua une session fermée d'urgence à 3 heures. Marcus et son équipe présentèrent leurs preuves. Records financiers, conversations enregistrées, documents classifiés qui prouvaient que Morrison avait été compromis par le renseignement étranger et avait utilisé sa position pour le couvrir. Amber témoigna via lien vidéo sécurisé du bâtiment fédéral avec Liam dormant dans la pièce voisine. Elle leur raconta le village, les enfants qu'ils avaient été ordonnés de tuer, le refus d'un ordre illégal et le prix payé. À l'aube, le général Morrison était sous arrestation avec 12 autres officiers et officiels du renseignement. La conspiration était plus grande que même Marcus n'avait soupçonné, atteignant plusieurs agences et impliquant des millions en pots de vin étrangers. Vous réalisez ce que ça signifie, dit Thompson à Amber alors que le soleil se levait sur le Texas. Vous êtes tous des héros, mais aussi des témoins. Il y aura des procès. Des témoignages, de l'attention médiatique, pas de médias. Dit Amber fermement. C'est l'accord. On témoigne en session fermée seulement. Pas de presse, pas de livres, pas de films. On a fait notre boulot. C'est tout. La Navy voudra vous réintégrer tous. Honors complets. Arriérés. Toutes. Marcus répondit pour tous. On en a fini d'être des fantômes. On veut juste être des gens à nouveau. 3 mois plus tard, le Blue Moon Diner bourdonnait avec sa foule habituelle du déjeuner. Amber se déplaçait entre les tables avec une facilité pratiquée, versant du café et prenant des commandes. La différence était les 4 hommes dans la banquette du coin arguant sur des stats de baseball et volant des frites des assiettes les uns des autres. Ghost Unit Sept avait été officiellement retrouvé dans une opération classifiée, leur mort attribuée à une erreur administrative. L'histoire réelle était enterrée sous tant de tampons de classification qu'elle ne verrait jamais la lumière du jour. Morrison et ses conspirateurs purgeaient des peines à vie en prison militaire. Kai avait pris un boulot comme instructeur de sécurité démolition au lycée local, enseignant aux gosses. Comment ne pas faire exploser des choses, en leur montrant comme c'était facile de le faire mal. Danny gérait un service de guide de chasse, mettant ses compétences de sniper à un usage plus pacifique. Alex avait ouvert une salle de gym spécialisée dans l'entraînement des forces de l'ordre et du personnel militaire. Marcus avait rejoint le département du shérif comme consultant tactique. Ils étaient tous brisés de diverses façons, portant des cicatrices visibles et cachées, mais ils étaient aussi une famille, liée par quelque chose de plus fort que le sang. Maman, dit Liam, courant dans le diner après l'école, regarde ce que j'ai eu sur mon rapport d'histoire. Amber regarda le papier et là sur son essai sur les héros quotidiens. Elle l'avait aidé à l'écrire, bien qu'il ne sache pas qu'il écrivait sur elle. C'est merveilleux, mon bébé. Madame Patterson dit que je devrais le lire à la classe demain. C'est sur comment les héros ne sont pas juste des gens qui combattent les méchants. Parfois, ce sont des gens qui versent du café et s'assurent que tout le monde rentre chez soi en sécurité. Marcus entendit et sourit. Gamin intelligent. Il tient ça de sa maman. Dit Holly, passant avec un plateau de nourriture. La porte du dîner sonna, et le shérif Mason entra avec sa commande habituelle de café de l'après-midi. Il hocha la tête à l'équipe dans le coin, puis à Amber. Tout calme aujourd'hui. Tout calme.
confirma Amber, mais sa main toucha brièvement la pièce de défi dans sa poche, celle que son équipe lui avait donnée le jour où elle avait gagné son trident. D'un côté, l'insigne des Seals, de l'autre, leur motto officieux. La seule journée facile était hier. Hier avait été assez dur, mais aujourd'hui, versant du café dans une petite ville texane, entourée de ses frères, et regardant son fils grandir en sécurité. Aujourd'hui valait chaque hier difficile qui avait précédé. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, Amber remarqua un homme assis seul dans une banquette du coin, quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Il lisait un journal, mais ses yeux continuaient de traquer la salle. Les vieilles habitudes s'enclenchèrent, et elle catalogua les détails. Attitude militaire, port dissimulé imprimant sous son bras gauche, positionné avec ligne de vue sur toutes les sorties. Elle approcha avec la cafetière. Vous démarrez avec du café. Il leva les yeux, et elle vit ses yeux s'écarquiller légèrement en reconnaissance. Vous êtes elle. Petty Officer Hayes. Je suis une serveuse. Café. Là. Il hocha lentement la tête. Alors qu'elle versait, il dit calmement. J'étais à Firebase Phoenix, 2e peloton 101e. Vous ne vous souvenez probablement pas. Sergeant Rodriguez a pris du shrapnel à l'épaule gauche. Votre médic était à terre et j'ai fait de la chirurgie de terrain. Ses yeux se remplirent de larmes. Vous m'avez sauvé la vie, ma femme, mes gosses. Ils existent grâce à ce que vous avez fait ce jour-là. J'ai fait mon boulot. Non, dit-il fermement. Vous avez fait plus que ça? Vous avez tenu la ligne quand on était prêts à craquer. Vous nous avez donné de l'espoir quand on n'en avait plus. Ce n'est pas juste faire un boulot. Du coin de la banquette, Marcus observa l'interaction. Ça arrivait parfois, des soldats qui les reconnaissaient, qui connaissaient leur visage d'opération classifiés, qui n'étaient pas censés exister. Ils ne disaient jamais beaucoup, juste des merci calmes et des hochements de compréhension. Rodriguez laissa un pourboire de 90 € pour un café à deux. 70 €. Amber essaya de le rendre, mais il était déjà parti. Combien d'autres y en a-t-il? Demanda Holly. Des gens que tu as sauvés que tu ne te souviens même pas? Ça n'importe pas, dit Amber. C'était alors, c'est maintenant. Miss Holly remarqua qu'Amber gardait le billet de 90 € séparé, l'ajoutant à un bocal qu'elle gardait dans le bureau. Le bocal étiqueté fonds de collège qui se remplissait lentement avec des pourboires similaires de visiteurs similaires. Alors que l'heure de fermeture approchait, l'équipe aida à nettoyer. Vieilles habitudes de laisser un endroit mieux qu'il ne l'avait trouvé. Liam fit ses devoirs au comptoir pendant qu'Amber comptait la caisse. C'était domestique, normal, pacifique. Puis le téléphone sécurisé d'Amber, celui que seulement 5 personnes avaient le numéro, bourdonna avec un message. Nouvelle situation en développement. Votre expertise nécessaire. Base volontaire seulement. Coleman, le sénateur Coleman, maintenant à la tête d'un comité classifié supervisant la réforme des opérations spéciales, contactait occasionnellement sur des opérations qui avaient besoin de leurs compétences uniques, toujours volontaires, toujours avec la compréhension qu'il pouvait dire non. Amber montra le message à Marcus, qui le partagea avec les autres. Ils se rassemblèrent dans le bureau, pendant que Liam restait au comptoir, absorbé par ses devoirs de maths. « Qu'est-ce que vous en pensez? » demanda Marcus. « Je pense qu'on en a fini d'être des fantômes. » Dit Kai. « Mais on n'en a pas fini d'être qui on est, » ajouta Danny. Alex hocha la tête. « On a des compétences qui pourraient aider les gens. La question est, peut-on les utiliser et encore avoir ça? » Il gesticula autour du dîner à la vie normale qu'ils avaient construite. Amber y pensa. « On n'est plus des soldats. On n'est pas des SEALs, mais peut-être qu'on peut être autre chose. Consultants, conseillers, résolveurs de problèmes à temps partiel qui se trouvent gérer un diner et vivre dans une petite ville texane. Ghost Unit 7, édition civile, demanda Marcus avec un petit sourire. Plus comme la brigade Blue Moon, dit Holly de la Porte. Et avant que vous demandiez, oui, j'écoutais. Et oui, si vous allez occasionnellement disparaître pour sauver le monde ou quoi, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour gérer cet endroit qui connaît la vérité. Jasper apparut à côté d'elle. Faites-en d'eux quelqu'un. J'ai gardé des secrets plus gros que ça. Plus, quelqu'un doit s'assurer que vous avez un endroit où rentrer. Amber regarda son équipe, sa famille de choix. Ils avaient traversé l'enfer ensemble, littéralement morts et ressuscités. Maintenant, ils avaient une chance à quelque chose de nouveau, passe normal, mais leur propre version de ça. Une condition, dit Amber. Liam ne sait pas avant qu'il soit plus vieux. Il mérite une enfance qui n'est pas ombragée par ça. D'accord? Ils se dirent à l'unisson. Amber prit le téléphone et tapa une réponse à Coleman. Envoyer détails, consultatif seulement. On décidera, alors qu'elle appuyait sur envoyer. Liam appela du comptoir. Maman, c'est quoi 37-8?
666, répondit Danny automatiquement, puis ajouta, mais montre ton travail. Comment tu as su ça si vite? Pratique, dit Danny. Beaucoup et beaucoup de pratique. Si seulement le gamin savait quel genre de pratique, calculer des vitesses de vent et des distances pour des tirs qui devaient être parfaits la première fois. Mais c'était le passé, c'était le présent. Le diner ferma à 22 heures et ils sortirent tous ensemble. 5 vétérans qui avaient officiellement mouru et revenus, un garçon qui ne savait pas que sa mère était une héroïne et 2 civils qui étaient devenus les gardiens de secret. Dans le parking sous les étoiles texanes, Marcus demanda des regrets. Amber regarda son fils, riant à quelque chose que Kai avait dit. Elle pensa au village sauvé, aux soldats ramenés à la maison, aux sacrifices faits dans les ombres, pour que d'autres puissent vivre dans la lumière. Non, dit-elle simplement, pas de regrets. Alors qu'il rentrait, Liam s'endormit sur la banquette arrière. Amber le regarda dans le rétroviseur. Cet enfant pour lequel elle avait lutté si dur pour donner une vie normale. Il ne savait pas pour les armes cachées dans leur appartement, les sacs Go emballés et prêts, les routes d'échappement planifiées et répétées. Il ne savait pas que ces histoires au coucher étaient des versions éditées d'opérations réelles, héros et vilains rendus safe pour de jeunes oreilles. Il savait juste que sa maman l'aimait, que l'oncle Marcus et les autres le protégeraient toujours, et que le Blue Moon Diner était un endroit où tout le monde était bienvenu et tout le monde était en sécurité. C'était assez pour maintenant. Le téléphone d'Amber bourdonna une fois de plus, un texto d'un numéro inconnu. Mais cette fois, elle reconnut le format de code. C'était de l'amiral Bennett, le nouveau président des chefs d'état-major interarmés, le remplaçant de Morrison. Merci pour votre service. Passé, présent et futur. La nation dort mieux, sachant que des loups gardent la porte. Elle effaça le message, mais sourit légèrement. Ils n'étaient plus des loups. Ils étaient autre chose. Disburgers, peut-être, ou peut-être juste des gens qui savaient que parfois le monde avait besoin de ceux qui pouvaient marcher dans l'obscurité et la lumière. Alors qu'elle se garait dans leur complexe d'appartements, elle remarqua une nouvelle famille emménageant en face. Le père avait un tatouage militaire visible sur son avant-bras. La mère bougeait avec l'hypervigilance de quelqu'un qui avait vu trop, et leur jeune fille avait le même regard milliard que Liam avait parfois quand les souvenirs poussaient trop près. Une autre famille militaire essayant de trouver son chemin de retour au normal. Amber prit une note mentale de les inviter au diner pour leur faire savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Le Blue Moon était devenu plus qu'un restaurant. C'était un sanctuaire pour ceux qui avaient servi, un endroit où les brisés pouvaient guérir et les perdus pouvaient être trouvés. « Maman ?» dit Liam endormi alors qu'elle le portait à l'intérieur. « Tu es heureuse ?» C'était une question si simple avec une réponse si compliquée. Était-elle heureuse? Elle avait tué des gens, sauvé des gens, était déclarée morte et ressuscitée. Elle avait abandonné tout et d'une certaine façon récupéré plus. Elle vivait avec un pied dans les ombres et un dans la lumière, toujours prête pour la prochaine menace, la prochaine mission, la prochaine chance de faire une différence. « Ouais, mon bébé », dit-elle, embrassant son front alors qu'elle le bordait dans le lit, « je suis heureuse. » Et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas un mensonge. Le lendemain matin vint trop tôt. Avec l'alarme tirant Amber de rêves de sable et de fusillade, elle passa à travers sa routine matinale, vérifier les fenêtres, vérifier le système de sécurité, confirmer que son armée était accessible mais cachée. Puis elle prépara le petit déjeuner, préparant Liam pour l'école comme n'importe quelle autre mère. « Maman, la journée carrière est la semaine prochaine. » annonça Liam sur ses céréales. « Tu viendras parler d'être serveuse. » Je ne pense pas que ce soit très intéressant. Mon chéri, ça l'est pour moi. Tu aides les gens tous les jours. Tu t'assures qu'ils sont nourris et se sentent bienvenus. C'est important. Hein? De la bouche des enfants. Tu as raison, c'est important. Plus, l'oncle Marcus vient parler d'être adjoint du shérif, donc tu ne seras pas seul. Amber Sowrett. Journée carrière avec un tas d'opérateurs spéciaux supposément morts, feignant d'être des citoyens normaux. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Au diner. Le rush du matin était en pleine swing. Travailleurs de construction attrapant du café et des burritos petit déjeuner. Camionneurs faisant le plein pour de longs trajets et locaux se rassemblant pour gossip et planifier leur jour. C'était magnifiquement ordinaire. Puis Thompson entra, ce qui n'était jamais un bon signe. « Café et conversation », demanda-t-il. Prenant un siège au comptoir, Amber lui versa une tasse. « Quoi maintenant? » « Rien de mauvais. En fait, quelque chose de bon. Le comité veut vous donner à tous la Medal of Honor, cérémonie classifiée, bien sûr, mais reconnaissance officielle. On n'a pas besoin de médaille. »
Peut-être pas, mais le pays a besoin de héros, même secrets. Pas. Avant qu'Amber puisse répondre, la porte du dîner s'ouvrit à la volée. Une jeune femme courut dedans, panique dans les yeux, tenant un bébé. « S'il vous plaît, allaita-t-elle. Ils arrivent. Ils nous tueront. S'il vous plaît, aidez. » L'évaluation de menace d'Amber fut instantanée. La femme était militaire, probablement renseignement basé sur la façon dont elle se tenait. Malgré la panique, le bébé était peut-être de 6 mois et les « ils » qu'elle mentionnait étaient probablement les 3 véhicules qui screechèrent dans le parking secondes plus tard. « Cuisine maintenant », ordonna Amber, guidant la femme derrière le comptoir. Marcus et les autres étaient déjà en mouvement. Cette synchronisation surnaturelle qui venait d'années de travail ensemble. Les clients furent rapidement usherés à l'arrière. Holly verrouilla les portes et des positions furent prises. « demanda Amber à Thompson. « Pas les miens, c'est autre chose. » Les hommes qui entrèrent dans le diner n'étaient pas américains. Russes. Si l'oreille d'Amber pour les accents était encore précise, tueurs professionnels. Pas des thugs random. Nous voulons la femme et l'enfant, dit le leader en anglais fortement accentué. Tout le monde d'autre peut partir en sécurité. C'est l'Amérique, dit le shérif Mason, venant juste d'arriver pour son café du matin. Vous ne faites pas de demandes ici. Les Russes sourirent froidement. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous interférez. Vous non plus, dit Marcus calmement. Ce qui suivit n'était pas un combat, c'était une clinique. 5 anciens SEALs travaillant en parfaite harmonie démontèrent l'équipe de tueurs russes avec une efficacité brutale, pas d'armes tirées, pas de coups tirés, juste physique appliquée et anatomie, résultant en 6 opératives étrangers inconscients. Le tout prit 45 secondes. Thompson était déjà au téléphone appelant des renforts et expliquant la situation à des gens bien au-dessus de son niveau de paix. La femme avec le bébé émergea de la cuisine, larmes coulantes sur son visage. « Merci », murmura-t-elle. « Qui êtes-vous » demanda Amber. « Lieutenant Sarah Chan, renseignement naval. C'est ma fille. Mon mari a été tué il y a 3 jours parce qu'il a découvert une nouvelle conspiration, le réseau de Morrison. C'est plus grand que quiconque savait. International. » Amber regarda le bébé, puis son équipe. Il voulait juste gérer un diner et vivre des vies calmes. Mais d'une certaine façon, les ennuis continuaient de les trouver. Ou peut-être qu'ils continuaient de trouver les ennuis parce que c'est qui ils étaient. Des gens qui ne pouvaient pas s'éloigner quand des innocents étaient menacés. « Ollie, dit Amber. Appelle Jasper. Dis-lui qu'on ferme tôt aujourd'hui. » Encore. Encore. Alors que des agents fédéraux envahissaient le diner et que les Russes étaient pris en garde, le lieutenant Chen fournit plus de détails. Le réseau de Morrison avait des connexions avec des trafiquants d'armes, des trafiquants humains et des cellules terroristes à travers 3 continents. Le faire tomber avait été comme couper la tête d'une hydre. 2 autres repoussaient. « On a besoin d'aide », dit Chen. Des gens qui peuvent opérer dans les ombres, qui officiellement n'existent pas, qui peuvent aller des endroits et faire des choses que les autorités légales ne peuvent pas. « On est à la retraite », dit Marcus fermement. « Vraiment ?» demanda Chen, regardant autour du dîner. « Ou êtes-vous juste en attente de la prochaine mission qui compte ?» Avant que quiconque puisse répondre, le bus scolaire de Liam se gara dehors. Il avait été renvoyé tout dû à une rupture de canalisation d'eau. Il entra dans le diner, prit en compte les agents fédéraux, les Russes attachés, la posture tactique de sa mère, et soupira. Quelqu'un a essayé de voler le dîner à nouveau. Quelque chose comme ça, dit Amber. Tu as besoin que j'aille au bureau et fasse des devoirs. Ça serait utile, mon bébé. Alors que Liam passait, il s'arrêta près d'un des Russes inconscients. Maman, ce gars a le même tatouage que l'homme qui surveillait notre appartement la semaine dernière. Tout le monde se figea. Quel homme? Demanda Amber prudemment. Celui dans la voiture bleue. Il avait un tatouage sur le cou. Juste comme ce gars. Je ne t'ai pas dit parce que je pensais que c'était juste un autre de tes vieux amis vérifiant sur nous. Le sang d'Amber se glaça. Ils avaient été sous surveillance et son fils de 8 ans l'avait remarqué avant elle. Depuis combien de temps il surveillait? Environ 1 mois, mais il est parti après que tu as eu cette réunion au truck stop. 1 mois. Il les surveillait depuis 1 mois, et elle avait été si concentrée sur paraître normale qu'elle l'avait manqué. Marcus posa une main sur son épaule. On ne peut pas continuer à prétendre que c'est fini. Il avait raison. La guerre qu'il pensait avoir laissée derrière les avait suivis à la maison. La question maintenant était de continuer à fuir ou de se tourner et de l'affronter. Amber regarda le lieutenant Chen et son bébé, son équipe prête pour ce qui venait ensuite.
son fils faisant des devoirs dans le bureau pendant que des agents fédéraux traitaient une scène de crime dans leur dîner. Ce n'était pas la vie normale qu'elle voulait pour Liam, mais peut-être que normal était surévalué, peut-être que ce qui importait était qu'il soit entouré de gens qui mouraient pour le protéger, qui comprenaient que parfois se lever contre le mal était plus important que rester en sécurité. Une mission. Dit Amber enfin. On évalue après ça. Une mission, agree à l'équipe, mais ils savaient tous mieux. Il n'y avait pas de telle chose qu'une mission pour des gens comme eux. Il y avait toujours une autre menace, un autre innocent en danger, un autre tort qui avait besoin d'être corrigé. Alors que le soleil se couchait sur le Blue Moon Diner, jetant de longues ombres sur les plaines texanes, Ghost Unit 7 se préparait à la guerre une fois de plus. Pas comme soldat cette fois, mais comme quelque chose de nouveau, gardien de l'espace entre lumière et obscurité, protecteur de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Le diner serait encore là demain, servant du café et du comfort food à des voyageurs et locaux alike. Mais ses propriétaires seraient quelque chose de plus, une fine ligne retenant l'obscurité, une tasse de café et une mission à la fois. Maman, appelle à Liam du bureau. Il y a quelqu'un aux nouvelles qui parle du diner. Ils se rassemblèrent autour de la petite TV. Un reporter se tenait dehors. Le diner visible en fond, ou plutôt aujourd'hui des résidents locaux, ont soumis ce que les autorités fédérales appellent un réseau international d'enlèvement. Les identités des héros sont retenues pour des raisons de sécurité, mais des sources indiquent qu'ils pourraient être des vétérans avec un entraînement spécialisé. On va avoir besoin d'un nouveau lieu, dit Holly. Non, dit Amber fermement. On en a fini de fuir. C'est notre maison. Si les ennuis veulent nous trouver, qu'ils viennent. On sera prêts. Elle regarda son équipe, sa famille. Ils avaient tous perdu leur vieille vie, étaient forcés de devenir des fantômes et combattu leur chemin de retour à quelque chose ressemblant à la paix. Maintenant, cette paix était menacée à nouveau, mais cette fois était différente. Cette fois, ils avaient quelque chose pour lequel se battre. Pas juste le devoir ou le pays, mais la maison, le Blue Moon Diner avec ses sièges en vinyle craquelé et son ancienne maker à café, la petite ville texane qui les avait acceptés sans question, la vie qu'ils avaient construite des cendres de leurs anciennes. La seule journée facile était hier. C'était Marcus leur vieux motto. Et demain a l'air plutôt intéressant, ajouta Kai avec un sourire, alors que la nuit tombait et que le diner fermait. 5 fantômes se préparaient à la guerre. Mais d'abord, Amber avait un fils à Border au lit, une routine normale à maintenir, une vie à protéger. Parce que c'est ce que font les héros. Ils se tiennent dans l'obscurité pour que d'autres puissent vivre dans la lumière, même si ces héros sont déguisés en serveuses de petites villes et cuisiniers à la commande, versant du café et servant de la tarte tout en tenant les loups à distance. Le téléphone sonna une fois de plus. Amber regarda Lydie appelant. « Senator Coleman à nouveau. Ghost Unit 7. » répondit-elle, utilisant leur vieille désignation pour la première fois en année. « Bienvenue de retour. Dites Coleman, votre pays a besoin de vous. » « On n'est jamais parti, » répondit Amber. « On a juste pris une pause café. » Dit Hoare. Les étoiles texanes brillaient brillantes et constantes, veillant sur un petit dîner où des gens extraordinaires faisaient des choses ordinaires, attendant le prochain moment où ordinaire ne serait pas assez. La guerre n'était pas finie, elle était juste venue à la maison, et la maison valait la peine de se battre pour. Okay. I will be back with that diamond. Saying I could jump up some goddamn stairs. Okay. Can't remember how long I was off my straightforward dig hole. I think if I just follow the torches, she'll be right. Right, and then we did a bit of this action. I think this is where I was hearing the crazy noises. So we found the cavern, or crevasse, or whatever you want to call this lovely bit of architecture. Then I...
so maybe I went up and around. So we've got torch. Ah! There we go. This was a rare red win. I didn't get the diamond. That would have been a little bit nicer, but this still went remarkably well. Having armor sure does help with that as well. Okie dokie 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 do. What? Oh! Who are you? We'll cop it up to the nines. As is his want. Okay, get rid of the garbage. Take the non-garbage. And then with the non-garbage... Hello? I don't like it. Okay. Okay. I understand this is because I've not slept. However, I do need to kill these. It is required. Why do they make such horrible noises? But he's stuck. Okay. This is doable. They're not that bad. They're strange and odd. But manageable. Ow. I will take a hint and go have a sleep after this. Christ. I assume they are. Yes, they can be felled. They feel fear. Ow. And they don't actually do that much damage. Leave my freaking armadillos alone, dude. Oh good, I've got a phantom membrane. Ba ba da ba ba. Alright. You would do me such an honor if you would give me your butt juice. Please. Please. Fuck you, dude. I mean, maybe I can get to bed before the sun comes up. I have made these beautiful stairs after all.